Deuxième page spéciale, et CNews en édition spéciale d'ailleurs à partir de maintenant et tout l'après-midi pour vous faire vivre cette manifestation des policiers. Vous le savez, c'est important, je vais recevoir plusieurs invités avec qui on va en parler dans un instant, mais je voulais auparavant qu'on revienne sur cette haine des policiers qui s'est vue énormément dans les médias à partir surtout de la crise des Gilets jaunes. On a vu des images incroyables pendant cette crise des Gilets jaunes. On a dit des choses terribles dans les manifestations contre les policiers. Vous vous souvenez peut-être de ces mots où on leur disait « suicidez-vous » alors que des suicides de policiers venaient d'avoir lieu. On a voulu récapituler tout ça. Et puis juste après, nos directs, nos invités, édition spéciale sur CNews. D'abord, ce reportage. C'est l'une des images fortes du mouvement des Gilets jaunes. Ce 1er décembre, au pied de l'Arc de Triomphe, les forces de l'ordre sont complètement dépassées par la violence et le nombre de manifestants. Un CRS est mis à terre puis frappé par des gilets jaunes. Au total, 39 policiers et gendarmes sont blessés lors de l'acte 4 du mouvement contestataire. Trois semaines plus tard, toujours sur les Champs-Élysées, 3 motards isolés se retrouvent face à un groupe de Black Blocs. Attaqués, les policiers tentent de partir, mais l'une des motos ne démarre pas. Alors l'un d'eux, pris de panique, pointe son arme et la range aussitôt. Ce soir-là, le drame est finalement évité. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les forces de l'ordre sont la cible d'attaques à Paris, comme en province. Le 16 février dernier, un camion de police, bloqué lors d'une manifestation des Gilets jaunes, reçoit des pavés et des coups de matraque. Pétrin, on est pris à partie par les manifestants. On reçoit un petit avance. À l'intérieur, la jeune policière au volant est terrorisée. Vas-y, avance, vas-y, avance. Vas-y. Ce déchaînement de violence, oui, il nous a surpris parce qu'on n'était pas là, nous, pour assurer une mission de maintien de l'ordre. On était venus pour une sécurisation de leur manifestation. Heureusement que les véhicules s'étaient enlevés devant nous. Sinon, je pense que ça aurait pu dégénérer un peu plus. Pavés, marteaux ou boules de pétanque, les Black Blocs et les Gilets jaunes radicalisés arrivent préparés à l'affrontement contre les forces de l'ordre. Des armes, parfois très surprenantes. Un gilet jaune a écopé de 18 mois de prison, dont 10 fermes, pour des attaques à la fronde. Et samedi dernier, un autre homme a été interpellé avec une grande lame à chaque bras. Au total, 1700 gendarmes et policiers ont été blessés depuis le 17 novembre dernier. Les attaques sont physiques et verbales. Des mots cruels lors de l'acte 23, alors qu'une vague de suicides touche les rangs de la police. Cette haine anti-flic ressurgit depuis des années à chaque manifestation. Il y a 3 ans, une voiture de police prend feu après l'attaque d'un Black Bloc. Le policier réplique à sa manière. Mais l'image la plus violente reste celle de ce CRS pris dans les flammes le 1er mai 2017. Après avoir reçu un cocktail Molotov, il sera brûlé au 3e degré. Voilà, reportage avec nos archives sur cette violence contre les policiers. Je vous présente mes invités. Alexandre Nicolic, bonjour, merci d'être avec nous, tête de liste régional Rassemblement National en Centre Val-de-Loire. Gilles Platré, bonjour, porte-parole et vice-président des Républicains. Jean Terlier, bonjour, député En Marche et porte-parole des députés à l'Assemblée Nationale, député En Marche. Et puis Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire de la police nationale. Un mot juste avant de rejoindre Damien de Parnay qui est en train de monter à Paris avec des policiers lillois. Un mot, Maurice Signolet, sur ces images qu'on vient de voir. Ça doit vous faire mal au cœur, vous le policier?
Ben oui, j'espère que ça fait mal au cœur à tout le monde. On a l'impression que c'est Mad Max, quoi. On se demande si c'est la réalité, d'où ça vient, comment on a pu en arriver là. Enfin, ça dépasse l'entendement quelque part. Ces mots suicidez-vous là qui sont lancés, moi je dois avouer que c'est une des scènes, une des phrases en tout cas qui me choque le plus, parce que les scènes elles sont terribles et elles sont violentes, mais dans les mots à les dire face à des gens, on oublie que c'est des gens en face en fait. J'ai le sentiment que les opposants oublient qu'ils ont des pères, des mères, des sœurs, des fils en face. Vous savez, c'est lié à la société dans laquelle on vit, un phénomène de réification que l'on retrouve partout. C'est-à-dire qu'on ne considère plus l'autre comme un être humain, mais comme une chose, quelque part. Hein. D'ailleurs, on le voit bien. Ces agressions terribles, ils ne se rendent même pas compte des conséquences que ça pourrait avoir. On jette des cocktails Molotov, on tape, etc. C'est-à-dire que l'autre, celui qui est face à vous, ne représente rien. Alors, on va partir tout de suite parce qu'il y a cette manifestation qui va avoir lieu tout à l'heure à Paris. Et Damien Depardieu est avec Pierre-François Altermat dans un bus qui est en train de monter à Paris avec des policiers lillois du syndicat Alliance. C'est ça, Damien, hein ? Oui, absolument. Et nous sommes en train d'arriver à Paris. On vient juste de quitter le périphérique après être parti de Lille, effectivement, vers 8h30 ce matin, en compagnie, effectivement, de ces 76 policiers du syndicat Alliance qui ont décidé de venir manifester leur colère à Paris. Nous sommes avec l'un d'entre eux, Frédéric. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes vous-même policier à Tourcoing, délégué du syndicat Alliance. Pourquoi c'était important pour vous de manifester à Paris devant l'Assemblée nationale cet après-midi? Dans un premier temps déjà parce qu'on a malheureusement un collègue, Éric Masson, qui a été abattu froidement, lâchement par un délinquant. Donc on pense énormément à sa famille. Moi, mon épouse a fait son anniversaire ce soir. Et on se dit, ce soir, ça aurait pu être moi qui étais à sa place et je serais pas là pour fêter son anniversaire. Donc pour cette première chose, il faut effectivement être présent, solidaire pour la famille et pour ce collègue qui est décédé. Ça pourrait être n'importe qui de nous qui reste malheureusement sur le carreau à cause de délinquants qui n'ont aucune justice, aucune foi en notre société. Est-ce que vous avez le sentiment que vos conditions de travail se dégradent au fil des mois, au fil des années? Effectivement, notre situation se dégrade, on est de moins en moins compris, on a des difficultés effectivement de personnel, mais aussi c'est surtout que notre délinquance ne s'intéresse pas à la vie humaine. On est policier, certes, mais on est là pour servir, on n'est pas là pour mourir. Et on fait simplement pour pouvoir éviter leurs responsabilités. Ils sont prêts à tuer des policiers ou à blesser gravement des policiers, tout simplement pour pouvoir ne pas avoir à devoir s'expliquer devant la justice. Donc ça commence effectivement à bien suffire. Maintenant, on met tout en place au niveau des collègues de terrain pour essayer de travailler. De toute façon, on travaille d'une manière professionnelle, mais néanmoins, c'est très compliqué pour les collègues de terrain qui sont toujours sujets à des insultes, à des jets de projectiles. Si c'est pas ça, on les filme quotidiennement, donc ils sont toujours dans une situation de stress avancé quand ils doivent intervenir, et c'est très compliqué, sans compter évidemment c'est cette délinquance qui est de plus en plus violente vis-à-vis des fonctionnaires de police. Maintenant, vous mettez en place des interpellations, vous interpellez les fonctionnaires qui sont dans l'investigation, ont des dossiers. On essaye de verrouiller tout pour que la justice puisse prendre des décisions exemplaires, idoines, autrement dit des décisions adéquates, avec des sanctions exemplaires, comme je le dis, pour pouvoir stopper cette délinquance qui n'a pas peur de la police. Mais il faut qu'elle comprenne également que la police n'a pas peur de la délinquance, tout simplement. Gérald Darmanin a prévu de venir participer à cette manifestation à vos côtés cet après-midi. Quel regard vous portez sur l'avenue du ministre de l'Intérieur? C'est notre patron, c'est le premier fil de France, donc quelque part on ne peut que apprécier le geste qui soit présent auprès de nous. Maintenant, auprès de nous, c'est-à-dire que pour pouvoir à son niveau, pouvoir expliquer les difficultés qu'on a. Maintenant, on espère qu'il vient que pour ça, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir éventuellement voir avec le
garde des Sceaux pour essayer de trouver des solutions pour que les peines soient beaucoup plus sévères, que ce soit pour les fonctionnaires de police, mais aussi pour les victimes qui malheureusement sont souvent laissées à l'abandon. Merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté de réagir en direct sur CNews, ce bus qui continue du coup d'arriver à Paris en direction de l'Assemblée nationale. Voilà, et vous nous rappelez en arrivant, Damien, merci beaucoup Damien de Parnay avec Jean-François Altermat, Pierre-François Altermat, pour les images. Alexandre Nicolic, vous entendez ce policier là qui disait, bah oui, le fait que Gérald Darmanin vient, finalement, c'est pas mal. Oui, en même temps, il est filmé, il peut difficilement dire le contraire. Mais moi, ce que il est responsable syndical et il l'a dit. Ce que je constate, c'est qu'on peut quand même se poser la question. Que fait un ministre de l'Intérieur qui est censé être aux manettes dans une manifestation qui se plaint justement aujourd'hui d'un manque de justice? Monsieur Darmanin, sa place, c'est pas auprès des policiers? Son rôle, sa place, c'est pas auprès des policiers. J'avais déjà dit sur ce plateau, Monsieur Darmanin, c'est pas un journaliste de terrain qui doit à chaque fois aller sur le terrain systématiquement. C'est pas un commentateur de la vie politique qui tweet, et c'est pas un opposant qui manifeste pour dénoncer aujourd'hui la politique qui est menée. Son rôle, c'est justement de faire en sorte que les policiers n'aient pas à manifester pour leur assurer une sécurité. Jean Terrier, c'est pas sa place, dit Alexandre Nicolic. Ça montre une impuissance. On peut comprendre que le Rassemblement national fait de la mauvaise politique politicienne en disant que le ministre de l'Intérieur n'est pas à sa place aux côtés des policiers. C'est le premier flic de France, Gérald Darmanin, il doit être là, à côté des policiers, en soutien des policiers lorsqu'ils font cette marche, comme certainement vous y serez, comme moi je serai aussi également à cette manifestation. Mais peu importe, on est là, qu'on soit manette ou qu'on soit pas manette, pour apporter notre soutien aux policiers lorsqu'ils manifestent. Mais il manifeste une incertitude. Il manifeste. Parce que moi j'ai cru comprendre qu'il manifestait justement parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez aidé, pas assez soutenu par le gouvernement. Donc c'est compliqué d'être à leur côté quand on est celui qui a les rênes. Je ne crois pas que c'est le propos. Je parle pas de vous, non, mais bien sûr. De Darmanin. Mais il y a indirectement la majorité, le député de la majorité présidentielle, vous l'avez compris, donc je vais répondre quand même. Non, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, on est là, comme ça a été dit, déjà on soutient une marche de ce policier qui a été tué dans l'exercice de sa mission, dans le cadre d'un démantèlement d'un point de deal. Elle a été assassinée par un délinquant de manière horrible. Donc on est là, en soutien aussi également à ce policier et évidemment vis-à-vis de sa famille. Après, il y a des problèmes, il y a une action du gouvernement qui a été menée. Gérald Darmanin, depuis qu'il est là, et la majorité présidentielle agit. J'étais avec lui ce matin en commission des lois, il y a 20 minutes, où on était en train de voter un texte qui s'appelle le projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Donc il y a des choses qui sont faites. Un budget... Mais est-ce qu'il n'essaie pas de récupérer politiquement cette affaire? Non, je ne pense pas qu'il y ait une récupération. Je pense que l'ensemble des mouvements politiques, à l'exclusion des insoumis, seront présents. C'est pour montrer notre soutien. C'est de la récup ou pas? Connaissant Darmanin, c'est de la récup. C'est pas la peine de le prendre pour un. Je le connais très bien. On a été compagnons. Xavier Bertrand a dit qu'il serait présent. Mais moi aussi, je serais présent. On va tous être présents. La question n'est pas là. Vous me demandez si la récupération de la part de Gérald Darmanin, qu'effectivement je connais puisque nous avons été compagnons dans un parti qu'il a quitté, qu'il a trahi, je vous réponds, c'est de la récupération. La vérité, c'est pas qu'il soit là ou pas. Quelque part, si ça fait plaisir à certains qu'il le soit, moi j'y vois pas d'objection. C'est que demain, il agisse pour qu'enfin on arrive à stopper la montée inexorable de la violence dans les quartiers, dans les manifestations, sous forme, on comprend d'ailleurs pourquoi les insoumis ne sont pas là, puisqu'ils sont la plupart du temps en soutien de ces mouvements gauchistes qui tapent sur les flics et qui leur demandent de se suicider. Donc quelque part, c'est tout à fait logique que Mélenchon ne soit pas là. Pour autant, la réponse, c'est pas la présence de Darmanin. La réponse, c'est comment demain on assure un réarmement de la police, un rééquipement de la police. Comment, lorsqu'on nous dit que des effectifs supplémentaires vont arriver, ça ne soit pas uniquement en compensation des départs en retraite et des nouvelles affectations. On est très prudent là-dessus. D'ailleurs, les policiers, je pense, cet après-midi, en tout cas ceux de Chalon-sur-Saône, seront aussi là pour le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas la présence ministérielle, c'est l'action gouvernementale. Et là, on l'attend encore, je suis désolé de vous le dire, parce qu'aujourd'hui... Non, les chiffres parlent, hélas. On est toujours sur un réarmement qui tarde. En termes d'équipement en particulier, les effectifs sont une chose, mais l'équipement en est une. Voilà, pendant que vous parlez, on voit des images en direct, d'ailleurs, de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale avec cette manifestation qui se prépare et que vous vivrez bien évidemment en direct avec nous. Maurice Signolet, le fait d'avoir Gérald Darmanin, le fait d'entendre Éric Dupond-Moretti qui dit « moi je passerai peut-être aussi », ça vous choque? C'est pas que ça me choque, c'est que je suis ou anéanti ou au bord de la crise de rire, quoi. Quel théâtre! Ça n'est que du théâtre. Quand je vois ces pauvres gardiens de la paix qui montent, c'est des utilités. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe?
Au-delà de l'émotion de la mort de ces deux collègues, aujourd'hui il va y avoir une manifestation qui devrait d'abord être une manifestation de recueillement. Mais sinon, ça n'est que du théâtre. Vous allez avoir un ministre de l'Intérieur qui va participer à cette manifestation. Tous les partis politiques vont être représentés. Dans le même temps, au même moment, vous allez avoir le ministre de la Justice qui va défendre un projet de loi sur la réconciliation avec la justice, etc., qui va donner de nouvelles armes aux auteurs, aux délinquants, et amoindrir encore un peu plus les forces de l'ordre. Jean Terlier sont d'accord avec vous sur le projet. D'ailleurs, quand j'ai lu ce texte de loi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 25 ans. Ça fait à peu près 25 ans qu'une cascade de réformes a été faite uniquement pour les auteurs de délinquants, uniquement pour la délinquance. Je rappelle, j'essaie de rappelez-vous, remettez-vous en mémoire, l'actuel ministre de la Justice parlait de la morgue des magistrats. Il disait qu'il n'y avait pas d'équidistance entre les auteurs et les victimes. Ah là, il n'y a plus d'équidistance, c'est un balancier complètement à l'envers. Dans ce nouveau texte de loi, l'enquête préliminaire va être réduite à néant. Vous répondez juste là-dessus, et ensuite on ira en direct devant l'Assemblée nationale. Elle va simplement pas être réduite à néant, cette enquête préliminaire, elle va être réduite dans ses délais, tout simplement parce qu'on considère aujourd'hui qu'il n'est pas normal qu'on passe trop de temps dans le cadre de ces enquêtes et que ceux qui doivent être jugés le soient pas dans un temps qui soit suffisamment court. En communiquant à l'auteur tous les éléments à charge. Je comprends pas votre propos qui est outrancier, notamment dans le cadre de ce projet de loi, notamment quand il y a la suppression des réductions de peine. Il est issu de 40 ans des réductions de peine automatiques qui avait été mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce que vous dit Maurice Signolet, il vous dit que quand on va interpeller quelqu'un et que la personne va être passée en garde à vue, c'est ça Maurice Signolet, pour qu'on comprenne bien, on va lui communiquer le dossier à charge, c'est ça? Dans une enquête préliminaire, devrait être réduite à 2 ans. Lorsqu'on aura des éléments à charge, il faudra les communiquer à l'auteur. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que l'on désarme les policiers et aujourd'hui on va tous manifester parce qu'il y a 2 morts. Je vous dis, c'est un théâtre. Ça devient absolument scandaleux. Et en plus, je vous assure, dans le même temps, vous allez avoir 20 000 policiers qui manifestent d'un côté et un ministre de la Justice qui vient présenter une loi qui va désarmer les policiers encore un peu plus. La disparition de la détention provisoire. Hein, vous l'avez vu, c'est dans les textes. La fin de la détention provisoire. C'est-à-dire qu'on mettra un bracelet électronique. C'est-à-dire que la personne qui sera en attendant son jugement 2 ans après, il restera chez lui. On va voir si les policiers qui manifestent en ce moment sont dans le même état d'esprit et de colère visiblement que vous. Hein. Maurice Signolet, on rejoint sur place Sandra Buisson en direct avec les images de Jean-Laurent Constantini. Bonjour Sandra. Dans quel état d'esprit sont les premiers policiers qui semblent être en train d'arriver derrière vous ? Alors ils sont effectivement en colère, ils ne comprennent pas pourquoi on leur refuse leur dernière revendication, celle qu'ils estiment être la principale, c'est-à-dire mettre en place des peines minimales automatiques pour les agresseurs de policiers. Il y a eu ce rendez-vous avec Jean Castex il y a quelques jours qui leur a accordé pas mal d'avancées sur la réponse pénale, mais il leur refuse toujours cette mesure puisqu'elle est contraire au principe de l'individualisation des peines. Donc c'est ce qu'ils sont venus demander ici. Donc vous voyez sur le quai d'Orsay, ça va jusqu'aux Invalides. Et puis toute la foule est attendue, les policiers, mais aussi les citoyens, puisque c'est un rassemblement citoyen en soutien aux policiers, jusque ici devant l'Assemblée nationale. L'idée est de symboliquement se placer devant les élus pour leur demander de voter les lois que les syndicats estiment nécessaires, puisque ce rassemblement citoyen se double de revendications syndicales. Il y aura plusieurs temps forts, des prises de parole de représentants des policiers, mais aussi des vidéos montrant la réalité de leur quotidien, de leur mission, et aussi des témoignages de proches de policiers blessés. Merci beaucoup Sandra Buisson, avec les images de Jean-Laurent Constantini. On suit ça tout l'après-midi en édition spéciale sur CNews, bien évidemment. Mais vous entendez, Jean Terlier, il y a des revendications qui sont faites vis-à-vis du gouvernement. Et on va voir Gérald Darmanin qui vient, on va voir Éric Dupond-Moretti qui a dit que si ça finissait assez tôt, il passerait également. Je ne comprends pas. Quelle chance. Je ne comprends
comprends pas. C'est comme si on a des employés qui sont en grève dans une société et qui manifestent, et le patron qui dit je viens manifester avec vous. Je suis pas certain de ça, très sincèrement. Je crois qu'en réalité, on a entendu des policiers qui ont des revendications, dont certains ont été entendus. Jean Castex, le Premier ministre, a fait des annonces, notamment sur le fait de considérer aujourd'hui qu'un meurtrier de policier soit considéré comme quelqu'un qui a commis un acte de terrorisme avec cette peine de sûreté à 30 ans. C'est le minimum, c'est le minimum quand même. C'était attendu, c'était une revendication qui était attendue. Simplement le fait que quand il y a des violences ou des outrages qui sont commis à l'endroit de policiers, il y ait des peines spécifiques qui soient beaucoup plus fermes. C'était aussi également... je vous parlais de la symbolique de Gérald Darmanin. Mais la symbolique, c'est normal que le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soit aux côtés des policiers, notamment quand on augmente le budget de la police de 2 milliards, qu'on renforce les effectifs, c'était attendu. Moi, quand je suis sur le terrain en train de discuter avec des syndicats, notamment Alliance aussi également, c'est ce qu'ils attendent. Sanction ferme. Je suis désolé. Vous pourrez donner toutes les voitures. Vous pourrez donner toutes les voitures que vous voulez. Mettre 10 000 policiers en plus. S'il n'y a pas un arsenal, ils me disent que c'est bien qu'ils aient du matériel, qui soit renouvelé, comme ça a été le cas pour la moitié sous. Mais vous savez ce dont a besoin la police nationale. Je vais vous dire, moi, ce dont a besoin la police nationale, c'est de chefs, de patrons, de tauliers, qu'on redécouvre un peu le sens des responsabilités. Vous reprochez beaucoup de choses à Gérald Darmanin, mais pas celle de ne pas être un patron quand même. Alexandre Nicolic. Mais on a surtout besoin d'une justice. Quand vous avez, il y a quelques jours, un individu de 20 ans qui essaie d'écraser des pompiers et de les tuer, et qui est condamné à 8 mois de prison avec sursis et qui ressort avec un bracelet électronique et qui pourra repasser son permis 6 mois après. Des exemples comme ça, il y en a plein partout. Aujourd'hui, vous avez des policiers, c'était encore le cas il y a 2 jours à Argenteuil, qui interviennent, qui sont obligés de fuir. Aujourd'hui, c'est les policiers qui ont peur d'intervenir. Ils sont obligés de fuir avec des tirs de mortier. Si un mortier arrive dans le visage d'un policier, eh bien, il meurt. En fait. C'est une tentative d'homicide. Aujourd'hui, on banalise ça complètement. On oublie systématiquement tout, on banalise chaque fait, on rend hommage. Après Stéphanie Monfermé, on a rendu hommage. Un des plus proches de Stéphanie Monfermé sera ma tête de liste dans le Loiret. Il est au commissariat de Rambouillet. Il me disait, on s'habitue malheureusement. Maintenant, c'est pas la première fois que je vis ça. Et à chaque fois, on passe à autre chose et rien n'est fait d'un point de vue judiciaire pour que systématiquement, il y ait une peine avec une prison ferme. Tout de suite, quand il y a une agression, un crime qu'on transforme souvent maintenant malheureusement en délit et qu'on minimise, mais on ne doit plus rien laisser passer. Un outrage. Tout à l'heure, ce policier le disait. Pour les outrages, plus aucun outrage n'est condamné. Il faut durcir les outrages et l'excuse. Sur les outrages. Gilles Platré, après on prendra Éric Revel sur le symbole. Ouais, j'aurais juste quand même qu'on remette un petit peu l'église au centre du village. Aujourd'hui, vous avez reçu le capitaine Moreau, capitaine de gendarmerie, qui courageusement est en train de dénoncer la situation. La semaine dernière, j'étais sur ce plateau avec lui. Et on l'a reçu hier, il nous a expliqué qu'il avait été convoqué lundi et qu'il va être blâmé. Eh bien évidemment, parce qu'il dit la vérité, donc il faut le punir. C'est typiquement le système d'un gouvernement qui nie la réalité. Toujours est-il que ce qu'il nous disait, c'est précisément ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'étonne pas parce que le discours est le même, parce que le constat est le même. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la loi protège ceux qui la violent. Et c'est ça le souci majeur. Vous avez 45% des condamnations à la prison qui ne donnent lieu à aucune incarcération 6 mois après la peine. Comment voulez-vous, quand vous avez quelqu'un qui est condamné, quand toutefois il l'est, parce que la plupart du temps, la procédure, hélas, ne va pas à son terme. Laissez-moi finir. Comment voulez-vous que vous... Mais laissez-moi finir. Je sais que les choses sont désagréables à entendre quand on est du côté du gouvernement, mais il faut aussi que vous les entendiez. Comment voulez-vous que les policiers qui voient dehors sortir ceux qu'ils ont arrêtés, qui les voient les narguer, qui les voient les caillasser le lendemain, puissent avoir confiance dans la République. Ils sont le soutien de la République comme toutes les forces de l'ordre. Et la République leur tourne le dos. C'est ça l'injure que leur fait le gouvernement. Et c'est ça aussi la récupération inadmissible du ministre de l'Intérieur qui ferait mieux d'être dans son bureau en train de travailler pour assurer la sécurité des Français que de pavaner devant les caméras pour essayer de récérer un mouvement qu'il a lui-même déclenché par son inaction. Vous êtes dans la posture, cher collègue, je suis désolé. Vous êtes dans la posture. Ça fait 2 minutes que vous êtes en train de brasser de l'air sans faire aucune proposition sérieuse. Non, mais attendez, vous avez été aux responsabilités, vous savez très bien. Alors ça c'est intéressant. Gilles Platré, ce que vous dites Jean Terry, vous avez été aux responsabilités. Si on en est là, c'est aussi votre faute. Écoutez, les peines planchées, c'était qui? C'était pas Sarkozy. Qui est-ce qui a remis? Moi je veux bien, c'est très agréable. Vous savez, je pense que Émile Loubet lui-même est aussi responsable de la situation en France. C'est très gentil de regarder sécuritaire des Républicains, mais vous êtes aux responsabilités. Vous faites un constat, vous n'agissez pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux manettes. C'est à vous de gérer la situation. Oui ou non? Les peines planchées, c'était Nicolas Sarkozy. Les remises de peine automatiques, c'est Nicolas Sarkozy qui les a.
par un, s'il vous plaît. Vous voulez m'empêcher de parler. Vous m'interpellez et vous m'empêcez de parler. On laisse finir. Les peines planchées ont été supprimées par M. Hollande. Vous répondez après. Et les peines planchées n'ont jamais été rétablies par M. Macron. Vous êtes solidaire d'un gouvernement qui est un gouvernement du laxisme. 20% d'augmentation d'agression sur les forces de l'ordre depuis 3 ans. C'est votre œuvre. C'est votre œuvre. 35% de plus depuis Nicolas Sarkozy. Vous pouvez dire ce que vous voulez aujourd'hui. Votre responsabilité, vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Moi, je veux bien qu'on dise que tout est de la faute de Sarkozy. Mais franchement, faire passer Sarkozy pour un laxiste, ça va quand même être un peu fort de café. La réponse. Je vous donne la parole après. Moi, je suis un peu surpris de recevoir des leçons de sécurité de la part de quelqu'un qui a été aux manettes et qui a soutenu le président Sarkozy, quand on sait que c'est lui qui a supprimé 12 000 policiers. Mais ça viendra peut-être. On ne sait jamais. Il faut l'espérer pour vous en tout cas. Mais vous avez supprimé 12 places de policiers et gendarmes. C'est ça le bilan de Nicolas Sarkozy. Les peines de plancher. Les peines de plancher. C'est les remises de peine automatiques. Qui était 35% moins importante qu'aujourd'hui. C'est les remises de peine automatiques que vous avez mis en place. Attendez. Alors, les remises de peine automatiques. Attendez, là tout le monde est d'accord sur les remises de peine. Visiblement, les remises de peine automatiques, c'était sous Sarkozy. Eh bien, c'était une erreur si c'était sous Sarkozy. Mais j'ai pas de problème de le dire, et c'est-à-dire ça vous gêne qu'on le reconnaisse. Sauf qu'aujourd'hui, laissez-moi vous répondre, m'avez interpellé. Je vous dis simplement une chose, c'est qu'il y avait un réarmement judiciaire. Les peines planchées, c'était quelque chose qui était nécessaire. Et c'est d'ailleurs ce que les policiers demandent aujourd'hui dès lors qu'ils sont eux-mêmes agressés. Donc vous pouvez dire que tout est de la faute de Sarkozy, qui n'est plus au pouvoir depuis tant d'années, mais c'est extraordinaire, c'est Nicolas Sarkozy qui est responsable de la situation actuelle. Mais agissez, vous gouvernez, monsieur. Maurice Signolet. Si vous permettez... C'est moi qui suis obligé de faire la police. Très bien. Pour apaiser un peu le débat, la responsabilité du politique, ça fait à peu près 20-25 ans que ça dure. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Ça fait 25 ans qu'une espèce d'idéologie a fait que on voulait voir ce qu'on croyait et non pas croire ce qu'on voyait. Hein, et petit à petit, cette espèce d'idéologie, quelque part un petit peu machiavélique quand même, parce qu'il faut aussi un peu éclairer les Français. Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces évolutions dans le code de procédure pénale concernant la garde à vue, concernant toutes ces choses, concernant la présomption d'innocence, etc. Moi, je vais le dire aux Français, c'était pas par une idéologie un peu humaniste, etc. Pas du tout. Ça a été pour une grande part pour préserver le politique, qui sentait bien qu'à un moment donné, on allait s'intéresser à lui, qu'il allait être de plus en plus mis en examen, mis en cause, etc. Et petit à petit, on s'est préservé de tout ça. Moralité, au bout de 25 ans, par ruissellement, tout ça arrive dans nos banlieues. Et aujourd'hui, le policier, il se fait caillasser, massacrer, etc. Pourquoi ? Parce que la classe politique, à un moment donné, s'est sentie fragilisée et a dit « je vais verrouiller un petit peu la procédure sur la garde à vue, etc. » Imaginez aujourd'hui un président de la République en garde à vue à qui on demande de retirer ses lacets. À mon avis, ça passerait pas. Pourquoi est-ce qu'on a voulu absolument la présence de l'avocat tout le temps ? Pour pouvoir préserver au maximum, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse bien étayer sa défense. Et aujourd'hui, par ruissellement, au fin fond d'un commissariat, un OPJ, il est obligé au moment de la garde à vue de se transformer en pitre. Voilà ce qui se passe. Voilà où on en est arrivé. Parce que, vous savez ce que c'est que le déroulement d'une garde à vue ? Auparavant, la garde à vue avait été faite pour mettre les gens un petit peu en difficulté. On comprenait, ils venaient de commettre un meurtre, un crime, etc. Bon, tu t'assois là, maintenant tu es à la disposition de la police, on va t'expliquer. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est presque le policier qui va être obligé de s'excuser. Est-ce que tu veux manger ? Est-ce que tu veux voir un médecin ? Est-ce que tu veux prévenir tes parents, ton papa, ta maman ? Qu'est-ce que tu veux manger, etc. C'est-à-dire que dès les premières minutes, c'est le policier qui tombe, qui s'assoit tout doucement sur sa chaise. Et après, vous avez le meilleur exemple, ce drame. Ce drame d'un collègue qui est assassiné par un tireur en patinette. Et vous voyez, dans le temps de la garde à vue, un avocat sortir en disant « je ne comprends pas, mon client est abattu ». Que je sache, le seul qui avait été abattu dans cette affaire, c'était un policier. Voilà où on en est arrivé. C'est pour ça que je parle de pitrerie, de théâtre. Il est grand temps qu'on siffle à la fin de la récréation. C'est ça le problème. Quand vous entendez la colère de Maurice Signolet, qui est quand même ancien commissaire divisionnaire, qui a 40 ans... Vous savez, j'ai mal à ma police, 40 ans de police. J'ai mon fils qui est policier. C'est très souvent dans les familles de policiers, vous avez comme ça des dynasties, parce qu'on croit au service de l'autre. 40 ans de ma vie, j'ai passé à ça. Et aujourd'hui, j'ai mal à ma police. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est quelques policiers, quelques gendarmes. On va se réunir. On va mettre au défi à l'occasion de cette loi, c'est un scoop que je vais vous donner. On va adresser une lettre à l'ensemble
l'ensemble des parlementaires, pour leur dire une nouvelle loi vous est proposée en ce moment-là, elle va encore réduire les capacités d'action des policiers. Vous vous déterminerez pour nous dire vraiment où vous voulez aller. C'est pas vrai, vous dites Jean Terlier. Jean Terlier. Relisez le projet de loi. Relisez le projet de loi. Voilà. Par contre, on va filmer les cours d'assises. On va filmer les cours d'assises. Quel est l'intérêt? Je serai cet après-midi dans l'hémicycle pour pouvoir la voter. Hormis à certains avocats de se préserver une clientèle. Je vois pas ce qu'il y a dans ce texte de loi. Eh ben, vous avez qu'à la relire. Vous avez qu'à la relire en filigrane. Parce que le policier, lui, le vieux policier que je suis, je sais lire. Je suis justement dans l'hémicycle au moment de la voter. Donc je sais un peu de quoi je parle. Donc là, pour le coup, vous tombez mal. Que je sache, au Parlement, il y a beaucoup plus d'avocats que de policiers retraités. Que je sache. Il y a un problème manifestement avec les avocats et avec les droits de la défense. C'est dommageable. Vous avez le sentiment aussi aujourd'hui qu'on a affaibli la police? Mais bien sûr. Mais qui l'a affaibli? On l'a ruiné. On est là à s'étonner qu'on prenne des cailloux, etc. Ça fait 40 ans qu'on ruine. Moi, j'ai du mal à croire que c'est depuis 4 ans, juste parce qu'Emmanuel Macron est arrivé, que la police est affaiblie. J'ai du mal à croire ça, excusez-moi. Voilà. Ça, je veux bien le croire, en va. Ça fait 25 ans, je veux bien le croire. Toutes les lois et tout ce qui a pu passer a affaibli la police et qu'aujourd'hui, les policiers ont peur d'intervenir parce qu'ils savent qu'à la moindre intervention, même si elle respecte tout à fait les règles, il y aura une accusation même des politiques, on l'a vu dans le passé, d'une certaine presse qui déteste tout ce qui incarne la France et l'autorité, donc j'ai dit de mouvements politiques, et donc ça fait, ce sont des alliés de ceux aujourd'hui qui tiennent des quartiers et qui imposent leurs droits au détriment de celui des policiers, et donc du droit français. Et quand on parlait d'humanisme, le premier des humanismes, c'est justement de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse vivre en paix partout sur le territoire, et ça passe par une police qui pourra aller partout sans avoir peur, et une justice qui ensuite va les soutenir, une justice qui ne laisse rien passer, à la fois quand on agresse les policiers avec des peines planchées, oui, à la fois quand on agresse les policiers, mais aussi quand on agresse n'importe quel individu, et encore une fois qu'on ne minimise plus aucun fait. Réponse de Jean Terlier. Vous êtes dans l'incantation, encore une fois. Pas du tout, je peux parler de plusieurs mesures qu'on propose, s'il vous plaît. Mais... Vous auriez mieux fait de dire ça plutôt que d'annoncer comme ça des banalités, sérieusement. Enfin, je veux dire, les peines planchées, on peut y revenir, ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, on a un principe constitutionnel de l'individualisation des peines. Bon, ça ne fonctionne pas. Responsabilité civile pour les parents, arrêt des prestations sociales pour les familles de délinquants. Oui, vous dites, mais ce que vous dites... Attends, et j'ai le plâtre après. Vous avez une femme, d'accord, qui vit seule avec ses 3 enfants, d'accord ? Il y en a un qui met le bazar dans la famille, qui est un délinquant. Vous allez lui supprimer les aides à cette femme-là? Comment elle va faire pour élever ses 2 autres enfants? C'est pas des solutions que vous apportez, mais ça ne sert à rien. Mais c'est pas le sujet. C'est souvent le sujet. J'ai le plâtre et les peines planchées, ça fonctionne pas, dit Jean Terlier. Écoutez, alors là, si ça c'est pas de l'incantation, écoutez, on est juste, on peut au moins peut-être s'entendre sur un constat. Nous sommes dans une société où la violence monte. Sans doute les lois n'ont-elles pas été assez dures depuis fort longtemps, mais il y a aujourd'hui objectivement une violence qui monte dans la société. Et les forces de l'ordre, tout ce qui porte uniforme, tout ce qui représente la République est aujourd'hui directement ciblé. Donc il faut de toute façon durcir les lois, renforcer les matériels et surtout, on le disait la semaine dernière, et surtout faire en sorte que les lois soient appliquées non pas avec clémence pour ceux qui font le bazar, mais avec autorité pour protéger les victimes. C'est ça l'enjeu majeur. Si vous voulez redonner toute sa noblesse aux politiques, en matière de sécurité, inspirez-vous d'un des plus illustres politiciens, Clémenceau. Oui. Il avait une phrase toute simple. Il disait « Le premier et le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. » Partant de là, mettez ça en application. À cet égard, Clémenceau est celui qui a créé les brigades mobiles, la police judiciaire. Aujourd'hui, la police judiciaire va être démantelée. Ça va avoir les mêmes conséquences que le démantèlement des renseignements. C'est pas le sujet de l'émission. C'est pareil. C'est exactement pareil. Sur le projet de loi actuel de retour dans la confiance dans l'institution judiciaire, c'est qu'on se retrouve devant l'Assemblée nationale. Déjà qu'on retrouve un peu de confiance dans la politique. Devant l'Assemblée nationale, pour qu'on regarde en détail que ce texte-là n'est absolument pas en défaillance des droits des policiers. Bien au contraire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La loi sécurité globale. Vous voyez ce que vous croyez. Sur l'absence de remise de peine automatique, c'est quand même des
signaux qui vont dans le bon sens. Franchement. Mais quel bon sens? Alexandre Ardicoli. Juste sur un point, parce que et c'est le premier des volets même de ce qu'on évoque la prévention, c'est-à-dire la peur et la crainte pour les délinquants, évidemment, d'être condamnés. Mais quand on parle quand certains parlent de prévention, c'est d'essayer de comprendre quel est le problème. Pourquoi aujourd'hui, dans certains quartiers, il y a une hostilité, et pas qu'envers les policiers. J'étais moi-même pompier avant, donc ça concerne les pompiers, ça concerne tous ceux qui incarnent la France. Pourquoi il y a un rejet de la France dans certains quartiers où beaucoup de gens ne se ressentent pas français et sont agressifs envers la France? Parce qu'aujourd'hui, il y a une proximité entre ces délinquants et même des mouvances islamistes. Quand vous avez, par exemple, des tags... Alors là, on va rentrer sur autre chose. Non, mais quand vous avez... Ça, c'est pas lié à la confiance envers les policiers. Mais non, vous allez nous ressortir l'immigration, l'islam et tout ça. Quand vous avez des tags aujourd'hui qui appellent... C'est lié. Quand vous avez des tas... Mais parce que quand vous avez... Mais les Black Blocs ne sont pas forcément des islamistes. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous rejoins sur un certain nombre de points, mais c'est pas l'ensemble. C'est pas vous, moi, qui agressons les policiers. Il y a deux groupes qui incarnent... C'est pas ni vous ni moi, mais c'est des gens qui peuvent être blancs, français et des fois des beaux quartiers. Je peux répondre. Une extrême gauche, les Black Blocs, anarchistes, voilà, qui détestent tout ce qui incarne l'autorité et qui sont prêts à tuer des policiers même et qui les détestent et qui détestent aussi tout ce qui fait la France. Mais vous savez qu'il y a des jeunes du 16e arrondissement qui sont dans les Black Blocs aussi, parce que ça les amuse. Bah oui, mais donc c'est pas uniquement les immigrés et les musulmans. La chanson de Jean Ferrat, pauvre petit con, qui explique ça très bien. Mais et ensuite vous avez dans les banlieues des gens qui détestent effectivement tout ce qui incarne la France, qui le mettent parfois dans des tags fuck la France, fuck voilà, et il faut comprendre, et ça c'est après un autre raisonnement qu'il va falloir avoir, c'est comment on va faire en sorte que dans ces quartiers les gens se ressentent français, les gens respectent la France, son histoire, sa culture, respectent la police et respectent l'autorité. Merci à tous les quatre. L'édition spéciale se poursuit sur CNews, bien évidemment, tout l'après-midi. Vous allez vivre cette manifestation dans un instant. C'est Sonia Mabrouk qui vous fait vivre tout ça avec les équipes de CNews. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 10h35 et on débriefera la manif de cet après-midi. Merci à tous.